de ça. Comment ça va? Ça va, bonjour Yves Tréhard. Que de ça. Bonjour. Je suis connu. Voilà, alors Françoise de Gaulle, on vous accueille, éditorialiste politique. Et Yves Tréhard, on va en parler Françoise, ne dévoilez pas tout de suite. Et Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On va parler des européennes, justement. Allez, la majorité présidentielle qui s'est affichée unie samedi à Lille pour lancer la campagne de Valérie Ayé. Et tous avaient une cible, le Rassemblement national. N'est-ce pas faire le jeu de Jordan Bardella de le désigner comme seul adversaire alors que celui-ci fait largement la course en tête dans les sondages? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et Alex, cette semaine aura lieu au Parlement un débat sur l'Ukraine. Oui, un débat au Sénat et à l'Assemblée nationale sur la stratégie française en Ukraine avec, au terme de ce débat, un vote des parlementaires, un vote symbolique, mais qui aura des enseignements politiques. On en parle tout de suite. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, ce sont les inondations. Un violent épisode méditerranéen a frappé le sud-est ce week-end et particulièrement l'Occitanie où 3 personnes sont mortes et 4 disparues il y a quelques semaines. C'est le nord du pays et notamment le Pas-de-Calais qui était frappé par de fortes pluies. Gabriel Attal se rend sur place cet après-midi pour faire le point sur l'avancée des travaux. Une mission sénatoriale s'est constituée sur le sujet et justement, elle s'est rendue dans le Pas-de-Calais, dans les mêmes endroits que va visiter Gabriel Attal cet après-midi. C'était la semaine dernière. Jérôme Rabier les a suivis. On regarde. À Saint-Étienne-au-Mont, comme dans des centaines de communes du Pas-de-Calais, les inondations de novembre ont atteint des records. 4 mois après les faits, la mission d'information sur les inondations s'est rendue sur place, dans le quartier de la Gare, durement touché. La maire de la ville rappelle l'ampleur du phénomène. La crue référente qu'on avait, c'était 98 qui était à ce niveau-là. Ouais. Là, on est monté jusque-là. Donc on a pris 50 cm par rapport aux crues historiques. Alors, quand on voit le lit de la rivière, on a du mal à imaginer que ça monte. Ah oui. Donc oui, c'était impressionnant. Et puis alors, il y a des courants énormes qui font que le terrain, c'est inaccessible ni pour les pompiers, ni pour personne. Dans ces rues, le risque inondation était connu. Beaucoup de maisons sont ainsi construites en hauteur. Mais cela n'a pas toujours suffi à épargner les habitations. C'est monté à l'intérieur jusqu'à ces hauteurs-là ici. À l'intérieur, les planchers ont été retirés, les murs de placo démontés, laissant apparaître les ravages de la crue record. À peu près où l'eau est montée par rapport au fleuve qu'on voit là-bas en fait. Alors l'eau est montée quasiment au niveau des appuis de fenêtre en fait. Ici, c'est la Liane qui, en débordant, a tout ravagé sur son passage. Mais pour la mer, le curage du fleuve réclamé par certains habitants ne résoudrait rien. Le problème ici, c'est que le mot curage, il n'a pas de sens. On ne va pas curer la Liane jusqu'à Namur, ça ne sert à rien. C'est une rivière, c'est un fleuve côtier, il se nettoie plus ou moins tout seul. Il faut simplement qu'à l'arrivée, il puisse s'évacuer plus vite. C'est tout. Il y a des bassins qui ont déjà été faits, il y en a 2 qui ont déjà été faits, mais il y en a 2 autres qui sont programmés. Des travaux qui butaient jusque-là sur le refus de propriétaires agricoles de céder leur terrain, mais qui pourraient désormais être expropriés par l'État. À 30 minutes de là, dans le Montreuillois, les stigmates sont encore visibles. La commune de la Caloterie a été inondée en novembre et en janvier. Et encore aujourd'hui, la commune paraît cernée par les eaux. Le problème, c'est que quand l'eau elle monte, ça met sur la route en fait. Sur place, de premiers travaux d'urgence ont été engagés. Il y avait vraiment plein d'eau ici. Donc on s'est rendu compte que la route faisait digue, qu'il fallait ouvrir la route. Ce qui permet de faire le passage de l'eau. Tout ce qui arrive de chemin de la Liberté, Royan-Hugues, ça passe là. Et ça arrive à une porte à marée à 1,5 km. Mais pour l'élu, les procédures sont trop compliquées pour entretenir ces grands fossés qui doivent permettre l'évacuation de l'eau, pointant certains services de l'État. Limite, on a bientôt peur de curés avec la police de l'eau qui nous tombe dessus. Donc on faisait quasiment plus rien, ou on faisait comme ça, quoi, pour déboucher, sans rien dire, faut être honnête, quoi. À la base, ils devraient nous aider, mais c'est l'inverse, quoi. Et je reviens sur la partie administrative, quoi. C'est énorme. Un déplacement sénatorial qui permettra de nourrir un rapport rendu en juin et qui doit formuler des pistes pour limiter ces inondations. Cette vision à moyen et long terme devient essentielle par rapport à l'événement qu'on a vécu et par rapport au fait qu'on est convaincu aujourd'hui que de tels événements vont se reproduire à des échelles et à des niveaux différents peut-être, espérons-le moins importants, mais en tout cas très violents comme on l'a vécu ici dans le Pas-de-Calais depuis, je le rappelle, le 5 novembre. À la Caloterie, le maire comme les habitants vivent dans la crainte de nouvelles inondations et réclament d'autres travaux d'urgence.
pour ne pas revivre les épisodes de novembre et janvier dernier. Je pense. Et voilà pour ce reportage des sénateurs, ce déplacement dans le Pas-de-Calais. Gabriel Attal se rendra donc cet après-midi sur les mêmes territoires. On en parlera évidemment demain dans ce club. On parle des européennes. À 90 jours de l'élection, la campagne s'accélère. 3 candidats se sont lancés dans la bataille ce week-end. Valérie Ayé depuis Lille, Raphaël Glucksmann était à Lyon, Marion Maréchal était à Paris. On voit ça avec Audrey Vétaz. Depuis 5 ans. 3 meetings, 3 lancements de campagne et un point commun. Valérie Ayé, Raphaël Glucksmann et Marion Maréchal ont tous le RN de Jordan Bardella et Marine Le Pen dans leur viseur. Pour son baptême du feu, épaulée par le Premier ministre, Valérie Ayé en a fait son seul angle d'attaque. À Lille, devant 3000 personnes, dont des poids lourds de la majorité, elle a fustigé les liens du RN avec Vladimir Poutine, osant même le parallèle avec les mois qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Nous sommes à Munich en 1938. Un duel presque installé que Raphaël Glucksmann réfute. En meeting dans une friche industrielle lyonnaise, le candidat PS Place Publique affirme être le vote utile à gauche et refuse de se laisser enfermer. Vous n'êtes pas un barrage, vous êtes un marchepied. Vous aviez promis de faire baisser le Rassemblement national et il n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui. Troisième à rentrer en piste, Marion Maréchal, la tête du parti zémouriste, a dénoncé pendant 3 quarts d'heure l'avancée fulgurante de l'islamisation en Europe d'après elle, avant de tendre la main aux électeurs du RN. Chacun connaît notre lien. C'est un lien politique et affectif du fait de mon histoire. C'est aussi, disons-le, un lien intime. Marine, Jordan, je veux vous dire que nous ne sommes pas des ennemis. Elle craint le vote utile des électeurs zémouristes en faveur du parti de Marine Le Pen, car à 3 mois des élections, la liste menée par Jordan Bardella caracole en tête dans les sondages, avec 30% d'intention de vote. Françoise, est-ce que ce week-end et ces lancements de campagne actent un peu plus le duel à venir entre Renaissance et le Rassemblement national ? Oui ou non. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est que l'installation du duel, c'est quand même quelque chose d'éculé, bien plus éculé que Daladier et Chamberlain. Vous voyez, en termes de temps, ça fait 3 fois quand même qu'on fait le coup aux électeurs, 2017, 2022, 2019. Je pense que cette année, il va probablement y avoir une mâchoire qui se dessert, c'est-à-dire que personne ne croit en réalité à ce duel. Et puis, c'est une erreur profonde. Alors, offrir 2 heures, et par rapport à ce que disait Hervé Marseille, vous aviez raison, moi aussi, nous avons passé le même week-end, ma chère amie. J'ai regardé, c'est plus de la moitié du meeting consacré, en réalité, au Rassemblement national. Mais c'est une faute, parce qu'on se trompe complètement de scrutin, et les Français, en fait, se trompent jamais de scrutin. Les européennes, c'est pas un scrutin majoritaire, c'est pas la présidentielle, on va pas chercher du vote utile, c'est un scrutin d'étiquette, de choix. Donc, de mon point de vue, il y a bien sûr la volonté d'installer ce duel, de refermer cette mâchoire, mais à mon avis, ça marchera beaucoup moins que d'habitude. D'abord, il n'y a pas le grand débat post-Gilets jaunes pour se substituer à la candidate. Moi, j'ai trouvé Valérie Ayé assez balbutiante, pas vraiment convaincante pour sa première sortie. Je dis pas du tout qu'elle est nulle, ce qu'on peut entendre. Je dis simplement que est-ce qu'elle est taillée pour le défi? Je n'en suis pas certaine. Et puis voilà, le résultat est là. Plus vous parlez de votre adversaire, Mitterrand disait, on ne parle jamais de son adversaire. Bon, ils ne font que ça, donc j'espère qu'ils vont pas descendre plus. Moi, ça m'arrange pour la gauche, mais si vous voulez, ça m'arrange peut-être pas pour le pays. On va parler de Raphaël Glucksmann dans quelques instants. Est-ce qu'il faut une erreur stratégique, Valérie Ayé et Gabriel Attal, à taper, à cibler le RN pendant la moitié de leur meeting? Est-ce que c'est une erreur politique et stratégique? Oui, je pense que c'est une grosse erreur, mais c'est pas Valérie Ayé le sujet, parce que c'est pas elle. Les élections européennes, ça va être une espèce de référendum pour ou contre Emmanuel Macron. C'est lui le sujet. Lui et Gabriel Attal, d'ailleurs, parce que la tête de liste est Gabriel Attal ou Emmanuel Macron, c'est pas elle. Regardez, la dernière fois, Nathalie Loiseau, qui était tête de liste, c'est pas elle qui a tiré la liste, et qui a fait que la liste a fait jeu égal pratiquement avec le Rassemblement national. Donc là, je pense qu'on est dans une situation assez particulière où
il y a énormément de mécontentement face à la politique du gouvernement. Il y a énormément de colère exprimée ou rentrée de la part des Français. Et ils se prononceront en fonction de ça. Alors, le vote défouloir, c'est parce que ça reste un vote défouloir, comme l'a très bien dit Françoise, c'est pas du tout... c'est présenté comme un vote de mi-mandat. Certes, c'est au milieu du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, mais c'est un vote qui est moins raisonné, je dirais, qu'un vote de présidentiel. Donc c'est un vote de défouloir. On va voter, ils vont voter, les Français en majorité, ceux qui vont aller voter, parce qu'il faudra aussi connaître l'abstention, qui est généralement très forte. Hein. Il n'y a pas un Français sur deux qui va voter aux européennes, je crois pas. La dernière fois, oui. La dernière fois, oui. Alors peut-être. Ouais. Mais ils vont voter, et c'est vrai, beaucoup pour l'homme ou le parti qui a une certaine forme de virginité, puisqu'ils n'ont jamais occupé le pouvoir. C'est le Rassemblement national, c'est Jordan Bardella, et voilà. Qui fait la course en tête dans les sondages? Est-ce que la majorité peut le rattraper, ou est-ce que la Non, ça me paraît compliqué. Bon, les sondages ne sont pas prédictifs, hein, mais ça me paraît quand même très compliqué. Il n'y a pas de levier dans ce qu'on regarde des enquêtes d'opinion. Pour le moment, il n'y a pas de levier, comment dirais-je, pour rattraper ce retard considérable. Vous imaginez que ce matin, nos confrères du Point sortent cet après-midi un sondage sur 10 000, un sondage Ipsos. On est sur 13 points d'écart, 31 à 18. Donc, je veux dire par là qu'en 2019, c'est un peu différent. Emmanuel Macron avait le grand débat. Le grand débat a été une extraordinaire fenêtre, tribune permanente. Enfin, je sais, il faut même nous interroger pour savoir ce qu'on en a fait. À l'époque, nous commentions ça avec Kitra, on n'en pouvait plus. 8 heures, 10 heures d'Emmanuel Macron en chemise blanche. En fait, c'était carrément de la campagne européenne déguisée. Nathalie Loiseau, je suis d'accord, Macron se substitue complètement à elle grâce au grand débat. On est en 2024, il n'y a plus de grand débat. Et Valérie Ayé, c'est tout à fait juste ce que vous dites, Yves, mais Valérie Ayé, elle va devoir affronter... Premier débat, tiens, jeudi soir, chez vous, à Strasbourg. Elle va devoir affronter les débats télévisés. Et ça, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ne pourront pas se substituer à Valérie Ayé. Ça veut dire que même si Emmanuel Macron fait un meeting de campagne, ça ne changera rien. Qu'est-ce que ça peut... Quand on est sur des écarts pareils, on a fait tous ici assez de campagne électorale pour savoir qu'on est à 3 mois... Quand on est sur des écarts pareils, quels sont les leviers? Il faut des ruses électorales. Peut-être que la loi sur la fin de vie en est une. Il faut des ruses, mais c'est des petites ruses. Je pense que j'ai pas dit que le RN allait gagner, etc. Mais le rouleau compresseur de la défiance, et je rejoins Yves, est tellement puissant. Ça va être un vote d'étiquette et de défouloir et aussi de choix aussi pour acter l'avenir de 2027. Justement, là, sur la fin de vie, c'est intéressant que vous en parliez, Françoise, puisque Emmanuel Macron annonce ce matin dans Libération et dans La Croix son modèle français pour la fin de vie, avec une loi qui sera présentée en avril en Conseil des ministres, en mai au Parlement. Est-ce que c'est un moyen de faire diversion pendant la campagne électorale, et est-ce que c'est un coup dur pour la droite en pleine campagne électorale? Oui, vraisemblablement, parce que la droite n'est pas unie face à ça, parce que ce sont des débats qui sont extrêmement compliqués, où rien n'est jamais acquis, aucune position n'est jamais acquise. C'est une façon de faire diversion, puis c'est aussi... d'une certaine façon, d'après moi, aussi un moyen, si vous voulez, de montrer qu'il continue à réformer alors qu'il n'a plus les moyens de réformer sur le plan financier, puisque les caisses sont vides. Donc, au lieu de distribuer de l'argent, de quoi qu'il en coûte, il distribue du droit. Donc il distribue du droit à mourir, il distribue du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Pardon de cette façon de m'exprimer, mais c'est ça, c'est voilà. Bon maintenant, des réformes sociétales. Ce sont des réformes sociétales. Simplement, ces réformes sociétales, elles ne vont pas de soi. Si j'en crois ce que je lis, les sondages, et effectivement, les familles politiques sont divisées par rapport à ces sujets-là. Donc ça va probablement être un sujet qui va occuper le printemps, alors qu'on sera dans la campagne électorale aussi des européennes, et c'est une façon de faire diversion, évidemment, puisque les européennes se présentent pas très très bien, c'est moins qu'on puisse dire, pour le camp présidentiel. Est-ce que c'est un texte qui peut aussi parler aux électeurs de centre-gauche, qui seraient peut-être tentés par un vote Raphaël Glucksmann?
Mais pourquoi, vous savez, décidément, on n'arrive pas à être pas d'accord. Je vois la ruse. C'est quand même la fin de vie a toujours donné, dans notre histoire parlementaire, des débats pas forcément houleux. On touche à l'intimité, on touche à quelque chose de très profond, de fondamental. Qu'est-ce qui est plus fondamental que la mort pour nous, êtres humains? Donc, la réalité, si vous voulez, c'est cette espèce de cynisme. Bien sûr, on va me dire, ah, vous faites encore des procès d'intention, mais qu'est-ce d'autre qu'un procès d'intention? Vous ne laissez pas une campagne électorale se dérouler, vous essayez de la dériver. Sur l'Ukraine, il y a la part réelle du danger russe, évidemment que moi, il n'y a aucun bémol là-dessus, mais il y a aussi l'instrumentalisation de ce drame. Maintenant, c'est la fin de vie. Moi, je trouve ça, comment dirais-je, malsain. Et je trouve ça malsain parce que la ficelle est grosse et que, de mon point de vue, les Français voient tout. Par ailleurs, par rapport au texte, ça commence. Par rapport au texte qui est présenté, j'écoutais le président de l'association Mourir dans le droit, mourir dans la dignité, le droit de mourir dans la dignité. Ce texte est trop restrictif. Avoir attendu autant de temps, le mettre enfin à l'agenda, c'est bien, mais il y a des restrictions, notamment sur les conditions, notamment sur le suicide assisté, notamment sur le délai. Qu'est-ce qu'on considère, si parlons de ça? Est-ce qu'il faut un délai, un pronostic vital engagé à court terme? Qu'est-ce que c'est court terme? C'est 6 mois? C'est 2 mois? C'est un vrai sujet. Si on vous dit que vous allez mourir dans 14 mois parce que de toute façon il n'y a plus rien à faire, est-ce que vous n'avez pas le droit de dire je ne vais pas souffrir 14 mois de plus? Est-ce que 14 mois c'est un délai court? Vous vous rendez compte les questions fondamentales qui vont traverser tous les partis et toute la population, toute l'opinion sur ces sujets? Je trouve ça malsain de mettre un sujet aussi important pour essayer de se sortir d'une panade politique. Il y a un cynisme vraiment chez Emmanuel Macron qui me dérange de plus en plus. Il n'y a pas que chez Emmanuel Macron. Je suis d'accord. C'est un art politique, je dirais. Voilà, en l'occurrence, c'est lui. Bon. Mais cela dit, tous ces points qui sont très importants, qui sont capitaux, ce sont des points qui vont être laissés, je dirais, à l'appréciation du législateur. C'est à lui de fixer les règles du jeu. Et qui sont loin des conclusions de la Convention citoyenne. Parce qu'Emmanuel Macron avait fait une Convention citoyenne, ça va faire 2 ans maintenant. On se demande bien d'ailleurs, chaque Convention citoyenne, il n'en tient jamais compte. Donc c'est inutile de gaspiller de l'argent à réunir des gens, puisqu'on s'assoit sur ce qu'ils disent. Pardon. Et justement, sur le calendrier, il y avait... en fait, Emmanuel Macron avait tout le temps de présenter ce projet de loi sur la fin de vie avant la campagne électorale. Il y avait cette Convention citoyenne sur la fin de vie qui avait rendu ses conclusions et qui avait voté favorablement à une aide active à mourir. Ce projet de loi avait ensuite fait l'objet de consultations de la part de l'ancienne ministre Agnès Firmin-Lebaudot. Il devait être présenté à l'automne, en septembre, et puis il a été reporté avant d'être annoncé en pleine campagne électorale. Donc il y a un choix. Il avait promis avant la fin de l'été 2023, quand il a fait les conclusions de la Convention citoyenne. Voilà, c'est tout. On voit la tactique, elle est grosse. C'est pas le premier et pas le dernier à utiliser ce genre de subterfuge. Je dis juste attention danger. Nous sommes quand même dans un moment extrêmement dangereux. Je le redis, les Français voient tout, ils sont très lucides. La manipulation du calendrier, vous savez, on est un peuple très politique, ils n'ont pas besoin de nous pour comprendre que le calendrier est manipulé. Attention, nous sommes arrivés quand même à un niveau de crise profonde, de crise d'identité, d'angoisse de demain, dans un environnement de plus en plus chaotique. Sérieusement, faire joujou comme ça, avec le calendrier, le Parlement, les sujets, attention où ça nous mène, collectivement. Alors, il y avait 2 autres candidats qui ont lancé leur campagne ce week-end. Marion Maréchal, c'était hier après-midi du côté de Paris. Elle a redit qu'elle était favorable à l'union des droites. Elle en a appelé aux électeurs de François-Xavier Bellamy, aux électeurs de Jordan Bardella. Est-ce qu'elle peut leur prendre des voix à Bellamy et à Bardella ? Je pense que ça ne va pas tellement se jouer avec Bardella, ça va se jouer avec Bellamy. C'est là où il va être intéressant de voir comment Bellamy se positionne. Il n'a pas une situation et une position très facile parce que d'un côté, il y a un discours qui est très ferme chez Zemmour et Maréchal. Il y a un discours qui est très rodé du côté du Rassemblement national. Et on voit bien que le parti Les Républicains, il a du mal à exister, il a du mal à se trouver une raison d'être avec une tête de liste, en l'occurrence François-Xavier Bellamy, dont on sait qui il est. Il a été candidat la dernière fois. Il a beaucoup travaillé au Parlement européen, certes, mais est-ce qu'il représente tous les Républicains ?
où les Républicains sont tous représentés par François-Xavier Bellamy. C'est ça le sujet. C'est ce qu'a dit Marion Maréchal hier. On voit très bien qu'ils sont, mais bien sûr, qu'ils sont divisés, qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Et pour eux, c'est vraiment une élection absolument capitale, parce que si les Républicains étaient pointaient à moins de 5%, et ben là, on pourrait se poser des questions sur l'avenir de ce parti. Je pense que l'avenir de ce parti se joue à cette occasion, tout comme se joue d'ailleurs l'avenir d'une certaine façon de la France insoumise, peut-être, si Glucksmann confirme son bon score. Justement, on va parler son bon score. Le renouveau, on va dire. En tout cas, il est donné en tête, Raphaël Glucksmann, qui lançait lui aussi hier sa campagne du côté de Lyon. En tête de la gauche. Il est donné en tête des listes de gauche. Est-ce que ça veut dire que cette élection européenne peut repenser les rapports au sein de la NUP? Moi, je pense qu'il y a une volonté, globalement, avant de parler de Glucksmann, je pense qu'il y a une volonté de tourner plein de pages. On voit bien qu'il y a quelque chose qui pousse dans le débat politique. On voit bien que Bardella est devenu la coqueluche de l'extrême droite ou de la droite radicale. Il y a une manière de ringardiser, sans le vouloir d'ailleurs, presque Marine Le Pen. On voit bien que Gabriel Attal, chez Renaissance, est en train de devenir la coqueluche de tout ce bloc central, en ringardisant presque un peu le jeune Emmanuel Macron, qui avait fait ça lui-même avec Manuel Valls, vous vous souvenez? On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe aussi à gauche. Il y a une volonté, voilà. Jean-Luc Mélenchon ne peut en vouloir à personne d'autre qu'à lui-même. Il a effondré sa position politique à partir du 7 octobre. C'est quasiment, pour moi, je pense que c'est un effet cliqué, c'est sans retour. Et vous avez François Ruffin qui émerge. Et François Ruffin qui ne joue pas cette partie. Et vous avez la social-démocratie, un peu moins molle, un peu moins hollandaise, un peu moins cazeneuesque, plus rose vif, plus social-écologique, qui émerge. Alors d'une certaine manière, voilà, Raphaël Glucksmann en est, comment dirais-je, le porte-drapeau sur ces élections européennes. C'est marrant à quel point Glucksmann et Bellamy se ressemblaient. Ils avaient à peu près le même profil en 2019, et c'est marrant de voir à quel point ils n'ont pas évolué de la même manière. Raphaël Glucksmann, de mon point de vue, est devenu plus politique, et il a fait ce saut plus politique que François-Xavier Bellamy. Donc je pense, oui, que ces élections vont recomposer de toute façon la gauche. Il y a une volonté à gauche d'en terminer avec Mélenchon. Mais qui à la place ? Ruffin peut-être. Ou Glucksmann, s'il est au-dessus de 14, attention, il faudra compter avec lui. Et on aura l'occasion d'en parler. On va suivre cette campagne des Européennes. Et Françoise, vous le disiez, le premier débat des Européennes, ce sera jeudi sur notre antenne. Et Bardella ne vient pas. Et non, ce sera Thierry Mariani. Thierry Mariani, ce qui est quand même le summum vraiment de la stratégie en plein débat sur l'Ukraine. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu... Ce sera à suivre à 17h sur notre antenne. Oui, non, c'est vrai il que va suivre. C'est pas facile pour Mariani, ça va pas être facile, parce que on sait qu'il a quand même beaucoup travaillé avec les pays de l'ancien bloc soviétique, et dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est un risque qui est rôle de choix. Ouais. On suivra tout ça jeudi à 17h. On va voir ce qui se passe cette semaine au Parlement. L'actualité au Parlement, c'est l'Ukraine. Cette semaine, grand débat sur cette guerre en Ukraine. Comment ça va se dérouler, Alex ? Alors, ce débat va se dérouler sur 2 jours au Parlement. D'abord, avec un débat demain à l'Assemblée nationale en fin d'après-midi, et puis un débat au Sénat mercredi à partir de 18h15. À chaque fois, le Premier ministre Gabriel Attal va prendre la parole pour préciser la stratégie française dans cette guerre en Ukraine. Il sera suivi du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui fera également un discours, tout comme Sébastien Lecornu, le ministre en charge des armées. Ensuite, les orateurs de chaque groupe politique vont s'exprimer pour donner leur position sur la stratégie présentée par l'exécutif, et également sur l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine qui a été conclu le mois dernier par Emmanuel Macron et par Volodymyr Zelensky. Un accord qui prévoit une aide supplémentaire militaire à l'Ukraine de 3 milliards d'euros pour cette année, et qui exprime un soutien de la France à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et au terme de chaque débat, les parlementaires vont voter. Alors ce sera quand même un vote symbolique qui n'engagera pas le gouvernement. Alors est-ce qu'on a une idée du vote des oppositions ? Alors, rien n'est encore arrêté, et beaucoup de formations politiques attendent le discours de Gabriel Attal sur cette guerre en Ukraine. D'abord, du côté du Rassemblement national, on fixe des lignes rouges. Écoutez Sébastien Chenu, le député RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Nous, on a des lignes rouges
qui vous empêcheraient probablement de voter. Je vous en donne 2. C'est l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est une ligne rouge. Et sur ça, le président de la République est favorable, lui, à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Dans l'accord, il est question de l'OTAN. Oui, mais lui, on y est également opposé. Et c'est une constante chez nous. Et puis, la deuxième, c'est pas de troupes au sol. Ça, c'est pas non plus dans l'accord. D'accord, c'est pas dans l'accord. Donc, vous êtes mais c'est dans le verbe. Alors quand on regarde à gauche, il y a de la division, on ne connaît pas encore bien précisément la position des socialistes. On sait que le tête de liste soutenu par les socialistes européennes, Raphaël Glucksmann, appelle à voter cet accord de sécurité pour l'Ukraine. Et puis à gauche, il y a certains groupes qui devraient voter contre. C'est le cas de la France Insoumise, qui est opposée à une entrée de l'Ukraine au sein de l'Alliance Atlantique, tout comme les communistes. On va écouter Fabien Roussel. Discours, ce traité, il dit plusieurs choses. Il dit notamment que l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN. C'est une provocation, c'est une bêtise. Et d'ailleurs, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN parce que ça fera partie des discussions. Et c'est un des points durs posés par le dirigeant Poutine. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, c'est une ineptie, une provocation de l'inscrire dans un traité. Alors, comment se profile le vote au Sénat, Alex, notamment du côté de la majorité de la droite et du centre? Alors, quand on regarde les positions des Républicains, eh bien, pour l'instant, ils dénoncent l'instrumentalisation par Emmanuel Macron de cette guerre en Ukraine en pleine campagne des élections européennes. Et puis, du côté des sénateurs centristes, eh bien, on est plutôt favorable à la stratégie du président en Ukraine. On va écouter le président des sénateurs centristes, Hervé Marseille, qui était sur ce plateau il y a quelques minutes. Si c'est l'accord qui est intervenu avec M. Zelensky au moment de son passage à Paris, oui, on soutient l'Ukraine, on soutient les efforts qui sont faits en direction de l'Ukraine, donc a priori, il n'y a aucune raison de ne pas voter ce texte. Après, on sait qu'il y a des interrogations, c'est une affaire extrêmement compliquée. On peut avoir des sénateurs qui pourraient être inquiets. On voit bien la polémique qui consiste à dire est-ce qu'on va envoyer des troupes en Ukraine ? Hervé Marseille, qui est également le président du parti l'UDI et qui a été reçu jeudi à l'Élysée avec tous les autres chefs de partis politiques français sur cette question de la guerre en Ukraine. Et il a bien précisé qu'Emmanuel Macron n'avait pas évoqué de nouveau cette option d'envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine. Alors Emmanuel Macron, il veut faire de ce débat un moment de vérité. Est-ce que le but politique, c'est de pousser les oppositions, notamment LFI et le RN, à se positionner sur cette guerre en Ukraine ? Oui, probablement. Il y a évidemment des arrière-pensées politiques, si vous voulez. Mais bon, on ne peut pas à la fois dire on est dans une démocratie, il faut que tout le monde donne son avis sur quand même un conflit armé qui est on ne peut plus important pour la France. Ça se passe en Europe, c'est, je dirais, à 2000 km 3000 km de Paris. Et puis, donc, le regretter, et puis à la fois dire c'est une manœuvre politique. Évidemment qu'il y a des intentions politiques pour essayer de montrer que le Rassemblement national et une partie de la gauche font le jeu de Poutine. En fait, grosso modo, c'est ça qu'il veut montrer Emmanuel Macron. Mais d'un autre côté, c'est quand même important, parce qu'il n'était pas obligé, il est le chef des armées. C'est quand même un domaine réservé et il est absolument pas obligé puisqu'il ne s'agit pas d'une opération extérieure. Quand vous avez une opération extérieure, vous engagez des hommes sur le front, vous êtes obligé au bout de 6 mois d'organiser un débat au Parlement. Là, on n'a pas officiellement d'hommes qui sont sur le front. Donc il aurait pu très bien s'en passer. Mais c'est quand même pas mal, si vous voulez, compte tenu de la gravité de la situation et du contexte, que les parlementaires soient appelés à se prononcer. Alors après, il y aura un vote qui n'a aucun effet, puisque il est très probable que ce vote, d'ailleurs dans les deux chambres, soit un vote qui soit majoritaire pour le soutien à Zelensky, donc pour cet accord qui a été signé entre la France et l'Ukraine. Mais on va compter ceux qui pourraient s'y opposer. Ouais, c'est très politique. Le but, c'est de piéger les extrêmes pour Emmanuel Macron ? Oui, alors de piéger. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est le rapprochement des positions entre le Rassemblement national et la France insoumise. Il y a un durcissement également de l'électorat de base, le noyau dur, j'ai envie de dire, de la France insoumise, qui se retrouve, je regardais une des dernières enquêtes, encore plus opposé que le Rassemblement national à l'entrée, parce qu'on parle de l'OTAN, mais à l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, à l'aide, au nom du dumping soviétique. C'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais on arrive en fait au même résultat. Après la question, je pense qu'il n'y a aucun problème sur ce vote en matière symbolique. Ce sera une écrasante majorité. Je ne sais pas quelle sera la part de l'Ukraine dans le vote, dans ce qui va décider les gens à voter. Est-ce que on voit bien que les principales préoccupations
pour les européennes, c'est le pouvoir d'achat, c'est bien sûr la sécurité, la vie chère, le climat, etc. Est-ce que l'Ukraine en fait partie? Si évidemment la situation se dégrade, c'est un vrai sujet que doivent se poser les formations politiques. Si le front ukrainien s'effondre, que faisons-nous? On continue à demander la paix. Donc Emmanuel Macron, il a une ligne, elle est excessive. Après, on va voir. Et je vois bien ce qui est en train de se passer. Vous avez les partis de gouvernement, républicains et parti socialiste, qui sont vraiment sur une ligne responsable et dure. Hein. Et puis, vous avez le Rassemblement national. Je pense que ça va surtout montrer les ambiguïtés énormes encore du Rassemblement national à l'égard de la Russie, de Vladimir Poutine. Un point très important, Éric Zemmour et Marion Maréchal n'ont pas une seule fois parlé de l'Ukraine dans leur discours hier, et pour cause, c'est l'Ukraine qui a fait dégringoler en grande partie Éric Zemmour à la présidentielle. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. On regarde ce qu'elle a une de nos quotidiens régionaux. Et Alex, à la une de la presse régionale, ce sont les intempéries de ce week-end qui ont fait des victimes dans le département du Gard notamment. Oui, les inondations à la une du journal Le Midi Libre, de l'Union et de Var Matin, des crues meurtrières dans le département du Gard. Dimanche soir, au moment où les secours avaient suspendu leurs opérations de recherche, eh bien, le bilan s'élevait à 3 personnes décédées sous les eaux. Et puis, il y avait 3 personnes qui restaient toujours disparues, dont 2 enfants. Le département du Gard qui a connu l'un des épisodes Sévenol les plus dramatiques de ces dernières années. En Ardèche, un homme est également porté disparu et aujourd'hui 6 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour risque de crues et de vagues submersion. Emmanuel Macron présente son projet de loi sur la fin de vie. Et oui, c'est à la une du journal Le Télégramme, le président qui ne veut pas parler de suicide assisté ou d'euthanasie, mais d'aide à mourir. Une substance létale pourra être injectée à certains patients selon des critères stricts. La personne devra être majeure avec un discernement plein et entier, un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et subissant des souffrances que l'on ne peut pas soulager. C'est un collège de médecins qui devra autoriser cette aide à mourir et le texte sera présenté en avril. À Arras, aujourd'hui, une cérémonie nationale d'hommage à Dominique Bernard et aux victimes du terrorisme. Et oui, La Voix du Nord titre sur cet hommage national à Arras qui intervient 5 mois après l'attentat qui a coûté la vie au professeur Dominique Bernard. Une cérémonie en présence de Gabriel Attal, le Premier ministre. Et aujourd'hui, La Voix du Nord donne la parole à Christian Berroyer, l'agent d'entretien qui s'était interposé avec une chaise face à l'assaillant dans le lycée d'Arras. Une attaque qui l'a marqué profondément, même s'il avait repris le travail 2 jours après l'attentat. Il explique avoir été dans le déni de ce traumatisme. Je le cite, « Je n'aime pas le mot de héros. Je suis une personne lambda. J'aspire au retour à la tranquillité, même si j'ai toujours ces images en tête. » Allez Alex, on finit par du foot et les résultats de Ligue 1, c'est à la une de plusieurs journaux régionaux. Et oui, Oriane, vous avez le sourire après cette nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille, 2-0 contre Nantes. Françoise aussi. 5 victoires consécutives. Voilà. C'est la bonne nouvelle pour les Marseillais. C'est à la une de la Provence, l'OM qui est 7e et qui se rapproche des places pour... Ah non. Lui, il est rennais, il fait un peu plus la tête. En tout cas, Marseille se rapproche des places qualificatives en Coupe d'Europe et c'est en tout cas moins joyeux en Alsace et en Auvergne, puisque les dernières nouvelles d'Alsace titrent sur la défaite de Strasbourg à domicile contre Monaco. Les Alsaciens qui glissent vers la zone de relégation, une zone de relégation qui est, elle, quasiment acquise pour les Clermontois avec une nouvelle défaite à Metz. C'est à la une du journal La Montagne. Un pied en Ligue 2 pour le Clermont Foot. Merci. On adore Françoise. Même Yves a suivi ce match. Yves se réveille. La une du Figaro, les violences à l'école. Oui, c'est un sujet dont on ne parle pas assez d'ailleurs, mais qui est dans les têtes de tous les Français parce que effectivement l'école est devenue... c'est plus du tout le sanctuaire que c'était malheureusement, et c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses répréhensible. Et c'est allé aujourd'hui dans le Figaro. Merci Yves Tréhard, merci Françoise Degois. À très vite j'espère. Merci beaucoup, merci Alex. Merci Oriane. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 18h, Thomas Hugues, Sens Public. Et ne manquez pas, on vous le rappelle, jeudi 17h, le premier débat des Européennes à suivre sur notre antenne. Très bonne journée, à demain.